pour ceux qui sont intéressés par le festival, parce qu'il y a une surprise qui se prépare autour de la République de Platon pour cet été. Et je me disais finalement, la République de Platon, elle commence par une question, puisque c'est toute la couche mentale, etc., vous savez, autour de la justice. Et oui, la justice, c'est-à-dire finalement, c'est quoi être juste, c'est quoi la justice, quelle serait une société utopique qui serait la société la plus juste qu'il soit. Alors, je ne suis pas encore au bout, je ne vais pas vous donner la réponse, je ne suis pas sûre que je la trouve complètement, on n'a que des éléments de réponse, mais quand même très rapidement, dès le démarrage des débats philosophiques, arrive sur la sellette la question de la différence. La question de, finalement, sommes-nous égaux ou ne sommes-nous pas égaux, finalement, dans cette histoire-là. Bon, donc je ne vais pas aller plus loin, mais c'est vrai que, finalement, du point de vue de la question de la loi, c'est vrai que si on regarde les différentes lois qui se sont succédées en matière de formation professionnelle, déjà dès 71, c'est Delors a ouvert la danse d'une certaine manière, et encore aujourd'hui la dernière réforme sur la formation professionnelle, on reste, comment dire, campé sur un certain nombre d'un système de valeurs. Bien sûr, la question de la justice sociale est en arrière toile de fond, évidemment, et ce qui va nous structurer, qui fait aujourd'hui la culture du formateur, c'est quand même la question de l'accès pour tous, finalement, à la formation professionnelle. On le dit tous sans arrêt, c'est dans un coin de notre tête en permanence. C'est cette question de l'égalité des chances, qui est vraiment présent en permanence dans nos pratiques. Et puis c'est aussi, et là j'avais envie de faire un peu des jeux de ricochet, puisque c'est pas très préparé, mais j'ai pensé à la venue de Maurice Parodi, il y a 2 ans, 3 ans, quand il nous parlait de pédagogie coopérative, et qu'est-ce qu'il nous disait dans le fond? Quand on parle de pédagogie, c'est pas qu'une question de pédagogie, de choix technique, méthodologique, c'est aussi derrière, en toile de fond, une utopie de société qui nous porte et qui vont guider nos choix. Et c'est vrai que ce que je constate aujourd'hui, c'est que finalement, tous ces systèmes de valeurs, que ce soit la question de l'égalité, que ce soit la question de la liberté, liberté de penser, capacité à faire grandir les individus que nous accompagnons en tant que formateurs, que ce soit, je dirais, toute cette question qui était plus prégnante dans la pédagogie coopérative, qui est comment on apprend à vivre ensemble et à finalement coopérer ensemble. Toutes ces valeurs-là, ce que je constate, c'est que ce soit à travers les groupes d'analyse de pratique que j'anime, que ce soit à travers les étudiants que j'accompagne à certains moments, en particulier sur le DUF, de plus en plus on a des écrits ou des situations qui sont mises sur la table qui montrent combien on se sent très malmené sur ces questions de valeurs. On ne sait plus très bien par où les prendre et comment garder le cap. Alors c'est vrai qu'on a été rattrapé par les événements. Le formateur, il est en plein dans l'actualité en permanence. On côtoie des publics qui sont très variés. Alors ça dépend des univers dans lesquels on intervient. Mais quoi qu'il en soit, on a été forcément percuté par les événements qui ont démarré à travers Charlie l'année 2015. Mais on en avait déjà senti les prémices bien avant. Les uns et les autres, on a eu l'occasion d'en parler. Et c'est plutôt sur le zoom, justement, de quelque chose d'une problématique qui est plus une problématique qui est à mi-chemin entre l'intime et le privé, et le public, finalement, qui est cette question de la croyance religieuse, qui finalement nous amène à échanger ce matin. Mais en même temps, c'est qu'un zoom, c'est qu'une entrée parmi d'autres qui, de mon point de vue, questionne profondément plutôt la façon dont on peut arriver à cadrer, réaliser, se donner un tant soit peu du vocabulaire, avoir des repères pour pouvoir garder le cap sur les valeurs qui sont les nôtres. Et donc c'est sur ce ton-là, Yolande, que je vais donner la parole. Alors, Marie voulait que je me présente 2 minutes, tu l'as fait, donc oui, non, je me disais que c'est peut-être bien, voilà, le deuxième, surtout les défenseurs des droits. Ah, mais ça, vous n'allez pas y couper. Voilà, non, mais parce que la plupart d'entre nous avons été marqués par la HALD, oui, tu le sais, parce qu'on en a déjà parlé, et peu d'entre nous ont réalisé, dans votre fort intérieur, que la HALD, c'est fini. Bon, alors, très rapidement, puisque vous vous êtes présenté à moi, donc je me
représente. Donc, je m'appelle Yolande Eskenazi, je suis aujourd'hui conseillère auprès du défenseur des droits. J'étais hier déléguée régionale, c'est-à-dire la représentante régionale pour cette région voisine en Languedoc-Roussillon de la autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, c'est-à-dire la HADE. Et j'étais avant-hier au collège coopératif, donc sur des questions qui vous occupent, y compris de pratiques coopératives en matière de formation. J'ai fait des études de diagnostic, de formation, mais particulièrement, j'étais plutôt en direction des projets européens. Et c'est parce que, en plus, c'est un droit qui nous vient beaucoup de l'Europe, comme son nom je l'aurais dit, que ce sont beaucoup des transpositions de ce qu'on appelle des directives européennes, que moi qui m'occupais au collège coopératif de gros programmes européens, je suis venue à la question plus spécifiquement de la discrimination avec un programme à l'époque qui s'appelait Solidarité Marseille, Solimar, et qui était le premier projet de lutte contre les discriminations dites raciales et de l'homophobie sur notre territoire, en particulier Marseille-CD, dans des logiques de partenariat de développement, c'est-à-dire sachons travailler ensemble cette question. Et alors là, j'étais sur hier ou avant-hier. Alors si j'étais avant-avant-hier, je suis moi-même universitaire, non seulement de formation, mais parce que j'y ai travaillé 7 ans dans un laboratoire de recherche, que je m'occupais aussi de formation diplômante universitaire, que j'ai donc dirigé des formations des DTU, que vous connaissez par cœur. Donc vous voyez que j'ai commencé par le champ de la formation pour arriver aujourd'hui sur des questions qui m'éloignent un peu, bien entendu, mais pas tant que ça, parce qu'on ne peut pas parler de ces sujets-là si ce n'est pas pour transmettre et savoir transmettre des messages. Et donc on ne peut pas parler de ces sujets-là sans parler de la pédagogie, sans parler de l'importance aussi de prévenir, et non pas seulement de réparer par le droit. Et prévenir, ça veut dire savoir, sensibiliser, se former, apprendre pour comprendre. Voilà, ça c'est pour la petite présentation. Alors, concernant le défenseur des droits, là, je vous ai dit, vous n'allez pas hésiter, même si vous ne m'avez pas demandé, je l'aurais fait de moi-même. Alors ça tombe bien, puisque ce que vous le souhaitez. Donc, que je vous dise 2 mots, parce que je pense en plus de la place qu'est la vôtre, quels que soient les secteurs dans lesquels vous intervenez, ça peut être intéressant que vous connaissiez un peu mieux cette institution. Vous verrez qu'elle va croiser des choses au-delà même de la question de la discrimination, qui est l'une de nos compétences, mais absolument pas la compétence exclusive, comme ça a été le cas à l'AD. Pour la présenter, et pour ne pas prendre trop de temps, parce qu'on aurait pu faire 3 heures sur ce sujet-là, je vais vous dire quelques mots. Peut-être le premier, c'est qui est le défenseur des droits et de quelle place, du coup, puisque je représente localement, je parle. Qui est le défenseur des droits d'abord? Premièrement, le défenseur des droits, c'est à la fois une personne, ça s'est incarné par une personne, à la différence de la HALDE qui était un collectif, de collégial dans sa décision, même si les personnalités, leurs présidents, comme Maurice Chaudière, ont marqué, mais c'était quand même des décisions collégiales. Là, le défenseur des droits, c'est Jacques Toubon. D'accord? Et avant, heureusement, en 2014, Jacques Toubon, qui est donc un ancien ministre de l'Art un ancien ministre de la Culture, qui surtout, là, vient de faire un passage qui, on le sent dans ses oppositions actuelles, l'ont beaucoup marqué sur le sujet de l'immigration. Et juste avant, c'était Dominique Baudis qui décédait en avril, le fait que Jacques Toubon vienne d'être nommé en juillet 2014. Donc une personne, mais derrière cette personne, c'est une institution. 250 agents, 400 à peu près bénévoles, des délégués du défenseur des droits, dont je vous parlerai tout à l'heure. Cette institution, elle a une place particulière. Pourquoi? Parce que, comme la HALDE d'ailleurs avant elle, on est ce qu'on appelle une administration. D'accord? Le bleu, blanc, rouge. Oui. Il est là. Mais on est une administration particulière parce que on est indépendant. D'accord? Donc,
au-dessus de moi, la plus haute autorité dans son président, bonjour Monsieur le Président de la République, avec un gouvernement qui est là pour, par rapport aux orientations données par le Président de la République, construire des politiques publiques. En justice, en éducation, en travail, en choix de vie. Et les services de l'État, si j'étais une représentation d'un service de l'État, seraient là pour mettre en œuvre cette politique publique localement. D'accord? De manière décentralisée. Une administration indépendante, elle n'est pas là pour, par exemple, revenons sur la question des discriminations entre autres, mettre en œuvre la politique publique, notamment de tel ou tel gouvernement en matière de lutte contre les discriminations. Elle est là parce que la loi est instituée, que cette loi, en l'occurrence la loi du 29 mars 2011, qui est la loi organique de création du défenseur des droits, va dire voilà ce que peut faire le défenseur des droits, voilà de quels moyens, en termes de pouvoir et de modalité d'intervention il est doté, etc. Et une fois que la loi pose ces questions, et la loi ça évolue, ça peut encore évoluer, une fois que la loi le pose, eh ben, on va exercer nos missions en toute indépendance. Et on pourra le comprendre aisément sur les questions de discrimination, parce qu'il n'y a pas de raison de penser que seul l'employeur privé peut discriminer, que la question des discriminations dans les services publics peut se poser, et que tout à l'heure je vous dirai même que c'est pas parce que quelque chose est légal que ça n'est pas forcément discriminatoire. Et donc que cette indépendance elle est importante aussi pour pouvoir à un moment donné, s'il le faut, y compris réinterroger cette politique publique, dont par ailleurs on est forcément un élément. Hein, c'est ça la dualité, vous comprenez ce que je veux dire. Donc en plus, le défenseur des droits est unique, font son genre, parmi le champ et le paysage de toutes les administrations indépendantes qui existent, exemple Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour que ça vous fasse des titres. Pourquoi? Parce que c'est la seule administration qui soit inscrite dans la Constitution française. C'est-à-dire que le défenseur des droits, que pourtant vous ne connaissez pas, vous voyez que je suis en train de vous dire que c'est une administration indépendante inscrite dans la Constitution. Pourquoi faire? Pour veiller au respect des droits et libertés. C'est quand même assez fort.